a eu son premier certifié, CEPD, il y a seulement une quinzaine d'années. Bon, c'est que l'option d'envoyer les enfants à l'école, ça a été pris par des gens qui avaient une vision, des gens qui ont fait confiance au système d'éducation que l'homme blanc a introduit chez nous et qui se sont débrouillés pour s'accrocher à ça. Moi, mon père a eu son certificat d'études en 1922, 100 ans l'année prochaine donc. Mais c'est un choix personnel, il s'est envoyé à l'école. C'est des choses dont on doit se souvenir. Est-ce que vous savez, vous alors, combien de gens ici présents savent que la première Togolaise diplômée en études de pharmacie, la première pharmacienne togolaise est de Sokodé, du pays Tem. C'est une Aïeva. Bon, son père a compris vite que l'option que proposait l'homme blanc méritait d'être prise au sérieux. Il a fait les 325 km ici pour arriver à Lomé et mettre à la disposition de ses enfants les nouveaux moyens disponibles. La première pharmacienne, elle a épousé un voltaïque, enfin un burkinabé, comme on dirait maintenant, et elle est morte il y a 2 ou 3 ans seulement. Donc c'est dire que rien n'était donné. Le Sud, on a tort de croire que le Sud pouvait être perçu comme une entité monolithique et que il avait les moyens, il n'y avait qu'à se saisir de ces moyens-là. Non, beaucoup de gens ont peiné, ont sué sang et eau. Moi qui vous parle là, si je vous parlais de mon cheminement pour être à cette table aujourd'hui, très peu de gens me croiraient. Mais on laisse passer ça. Moi, je devais parler, mais merci infiniment, Richard, pour la richesse des informations. Moi, je devais parler aussi d'un petit... J'appelle mon texte « Une citoyenneté en maturation ». Je vais y aller très rapidement parce qu'il faut plutôt ramasser ça, c'est ça. Hein? Parce que on est resté assez longtemps et on a envie de partir, n'est-ce pas? Vous ne devez pas dire oui. Bien, alors, ce que je voulais dire, c'est que nous sommes en crise post-électorale depuis février de cette année, et chacun le sait. Et nous savons que les crises, eh bien, ça n'arrive jamais ex nihilo. Une crise est la résultante d'un certain nombre de réalités, de conditions. Et je ne vais pas m'attarder sur ça. Et nous savons également que les composants de toute société ou communauté humaine peuvent parfois avoir des intérêts contradictoires alors qu'ils partagent le même quotidien. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on vit ensemble au sein de la même société que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. On peut avoir parfois des intérêts contradictoires, voire conflictuels. Mais il faut que, pour anticiper les obstacles au vivre ensemble, il faut éviter d'être pris de court. C'est pourquoi il faut anticiper les choses. Lorsque vous regardez sur le tableau de bord, il y a des voyants qui s'allument, on sait qu'il y a des problèmes qui sont annoncés. Donc il faut vite éviter de résoudre ça pour ne pas... Alors, je dis ici que lorsqu'on scrute avec application l'horizon des relations qu'entretiennent les différentes entités d'un groupe, on peut avant tout le monde détecter ces voyants dont je parle.
qui peuvent s'allumer. Et dans ce cas, il faut engager les actions réparatrices préventives. Donc il faut en amont faire des réglages pour éviter que les crises n'arrivent. Et quand malgré les dispositions qu'on prend, des crises arrivent, il faut se dépêcher de les résoudre. C'est des crises mal réglées qui dégénèrent en conflit. Un conflit, c'est une crise qu'on a mal gérée, parce que jamais de conflit ne commence comme ça sans qu'il y ait eu des signes précurseurs. Parfois on se laisse surprendre et on se dit, ah tiens, j'avais pas vu le vent venir là. Oui, maintenant je comprends. C'est-à-dire qu'après coup, on se dit, ah, je n'avais pas bien vu les choses. Vous savez, vous êtes peut-être père ou mère d'enfants. Quand d'habitude vous appelez votre fils, vous invitez votre fille à vous rendre un service, vous l'appelez une seule fois, elle dit papa, et elle vient. Et le jour où vous l'appelez papa, vous savez qu'elle est à 2 mètres, vous la voyez, vous l'appelez, et elle ne répond pas. Et vous ne prenez pas ça au sérieux. C'est 2 semaines après que un de vos frères, un oncle à votre fille vient vous dire, toi aussi, arrête de traiter ta fille comme une petite fille. Elle est grande, elle est majeure maintenant, fais ceci, cela. Je me suis dit, ah bon, qu'est-ce que j'ai pu faire de si mauvais que ça? C'est là que tu te souviens que, ah, il y a 2 semaines, je l'avais appelée, elle était à côté, mais elle n'a pas répondu. Le voyant était allumé, le signal était donné, mais vous n'avez pas donné à ce signal l'importance qu'elle méritait. Bien, comme nous parlons du Togo et de l'élection présidentielle dernière, nous savons qu'au Togo, notre opposition n'est pas homogène. Hein? Et certains de ces acteurs n'ont pas bonne presse auprès de la mouvance présidentielle. Ça, je ne vous apprends rien en vous le disant. Un parti politique de l'opposition, ce n'est pas le grand amour non plus. Vous savez, les partis politiques de l'opposition, lorsque la mouvance présidentielle en parle, voici les choses que nous entendons. Leur amateurs, c'est des amateurs politiques. Ils manquent d'expérience en matière de gestion de l'État. Ils manquent de réalisme. Ils ne valent rien. C'est des choses comme ça qu'on entend. Lorsque la mouvance présidentielle parle des opposants, les expressions qui reviennent, comme je l'ai dit, on les connaît, ces soi-disant opposants. Ils ne sont pas sérieux, ils ne valent rien, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Et lorsqu'on vous dit cela, il faut comprendre ce qui n'est pas dit. Mais en même temps, lorsque les opposants eux-mêmes parlent de la mouvance présidentielle, eux aussi, qu'est-ce qu'ils disent de la mouvance présidentielle? C'est une bande de criminels assoiffés de pouvoir et prêts à utiliser tout l'argent du peuple au fin de s'éterniser à la tête du pays. On entend ça, n'est-ce pas? Ils sont l'incarnation de la mauvaise foi, puisqu'ils n'ont pas le sens de la parole donnée. Ils mentent au peuple, dont ils détournent l'argent du matin au soir et d'un mandat à l'autre. Et maintenant, entre opposants, on ne se fait pas de cadeaux non plus. Hein? Entre opposants, c'est des choses comme, voyez-vous, ici je mets, chacun d'eux semble savoir qui émarge à l'OME 2. C'est-à-dire, vous prenez les opposants, vous posez la question à l'un d'entre eux, et il vous dira qui, parmi les autres, émarge à l'OME 2. Maintenant, quand vous prenez un des autres, lui aussi connaît ceux qui émargent. Et il y a de fortes chances qu'il mette sur sa liste celui qui dénonçait les autres. Bon, ils savent qui est la taupe la plus camouflée, et qui est parrainé à vie ou en période de vache maigre par le pouvoir, qui a passé quel accord secret dans le cadre de la prochaine présidentielle. Bref, ils semblent être au courant de tellement de choses.
Mais ce qui m'a frappé le plus chez eux, c'est que chacun d'entre eux s'estimait être le meilleur candidat qui soit. Si vous voulez un candidat pour résoudre les problèmes, c'est moi. Bien. Et si vous allez en dehors d'eux, ça sera la catastrophe. Voilà où on en était quand Monseigneur Podro fait son intervention. Bien, là je suis obligé d'aller vite. Et donc Monseigneur Podro entre en jeu et grâce à son aura qui avait déjà inspiré confiance à de nombreux Togolaises et Togolaises et par voie de conséquence à des politiciens de tous bords idéologiques. Donc grâce à son aura, il inspire confiance à tout ce monde-là. Et je crois personnellement que si on me demandait de résumer sa très riche personnalité en un seul mot, je dirais sans la moindre hésitation, courage. Et je suis conscient qu'il a aussi sa foi inébranlable en Dieu et qu'il est doté d'une vive intelligence que par humilité, il sous-estime trop souvent. Je comprends que le courage est une valeur tombée en désuétude et je suis heureux qu'il y ait convergence entre ce que mon ami Richard a dit et ce que je pense ici. Donc, le courage est une valeur tombée en désuétude chez nous depuis quelques décennies. Or, à la lumière de la vie de tous les jours de Monseigneur Podro, je m'aperçois qu'il s'agit là de l'une des valeurs sûres qu'il nous faut recultiver, adopter et partager si nous voulons construire un état de droit authentique au Togo. Et il est obsédé par l'idée de, je parle de Monseigneur, il est obsédé par l'idée de la candidature unique de l'opposition. Et il a pris son courage à deux mains. Il est allé voir tous les chefs politiques de l'opposition pour discuter avec eux. Et ce sont les acteurs principaux de l'opposition. Maintenant, la candidature d'Agbeome a été retenue. La dite sélection fut effectuée par une équipe technique qui s'était basée exclusivement sur des directives élaborées par des Togolais aussi bien de l'intérieur que de la diaspora. C'est les membres de ce qui plus tard deviendra la dynamique Podro. Comment expliquer l'écrasante